Pulsation Podcast, le podcast des HUG, votre podcast santé. Technologie innovante, conseils de spécialistes, témoignages, que vous soyez professionnel, patiente, patient ou simple curieuse ou curieux, ce podcast est le vôtre. Bienvenue dans Pulsation Podcast, le podcast des HUG. Chaque année, des millions de personnes à travers le monde sont confrontées à un diagnostic de cancer. En Suisse, ce chiffre s'élève à 46 500 nouveaux cas par an. Depuis longtemps, depuis le début du XXe siècle, la radiothérapie est l'une des armes principales pour lutter contre le cancer. Utilisée pour détruire les cellules tumorales, elle reste incontournable mais comporte des limites. Des séances intenses et répétées, des effets secondaires difficiles et des risques pour les tissus sains environnants. Face à ces constats, les hôpitaux universitaires de Genève se lancent dans une course à l'innovation avec la radiothérapie FLASH. Imaginez, un traitement qui permet de cibler par un rayon une tumeur dans un temps d'irradiation très court tout en protégeant les tissus sains. C'est ça la radiothérapie FLASH. Au HUG, c'est le laboratoire LIRR qui pilote ce nouvel espoir, le laboratoire d'innovation en radiobiologie appliqué à la radio-oncologie. À la tête de ce laboratoire, deux femmes, la professeure Marie-Catherine Vozenin et la professeure Paola Tsutsou, qui est également la chef du service de radio-oncologie au HUG. Bienvenue dans ce nouveau Pulsation Podcast consacré à cette innovation, la radiothérapie FLASH. Et pour mieux la découvrir, comprendre ses enjeux, nous partons tout de suite dans le service de radio-oncologie afin de rencontrer ces deux professeurs ainsi qu'André Durham, médecin adjoint suppléant de Paola Tsutsou. Alors, la radiothérapie FLASH est une approche innovante de radiothérapie. Marie-Catherine Vozenin. Son intérêt majeur, c'est de détruire les tumeurs en épargnant le plus possible les tissus sains. Donc, en ne causant pas de dommages au niveau des tissus sains. Ça, c'est son intérêt pour les patients, d'être traités sans effets secondaires. Que ce soit des effets secondaires aigus, mais de manière plus importante, des effets secondaires tardifs. Et alors, comment est-ce que c'est possible ? En utilisant les mêmes rayonnements qu'on utilise en radiothérapie classique, mais en réalisant une irradiation dans un temps très court. Donc, pour vous donner un exemple, aujourd'hui, la radiothérapie est administrée chaque jour par petites sessions de rayonnement. Ces sessions durent en moyenne 5 minutes. Et lorsqu'on va traiter les patients avec la radiothérapie FLASH, on aura une irradiation qui va durer moins de 100 millisecondes. Et on peut même aller encore plus rapidement. On peut aller à la microseconde. Et quand on travaille avec nos collaborateurs du CERN, on descend à la nanoseconde, voire à la picoseconde. Mais est-ce que le rayon sera plus fort ou pas ? Globalement, ce sont les mêmes rayons, mais c'est l'intensité à laquelle ils sont délivrés qui est différente et bien plus forte, plus concentrée. On va délivrer la même quantité d'électrons, mais de manière concentrée, dans un temps extrêmement court. Donc l'idée, c'est d'être plus efficace. Plus efficace car moins toxique. Et peut-être aussi plus efficace sur certaines parties extrêmement radiorésistantes des tumeurs. C'est ce sur quoi on travaille actuellement. André Durham. On sait qu'à peu près la moitié, voire un peu plus que la moitié des patients qui ont un cancer vont avoir de la radiothérapie dans leur prise en charge. Et on peut traiter certains cancers qu'avec les rayons. D'autres, on combine avec des chimiothérapies, de la chirurgie ou d'autres traitements. Et c'est vrai que on choisit le traitement en discutant avec nos collègues. On a les études qui ont été faites à travers le temps qui montrent quel traitement est mieux qu'un autre. Et disons, les guidelines ou quel traitement il faut utiliser changent avec le temps, avec les découvertes, avec les nouvelles avancées, avec les nouvelles études. Paola Tsutsou. Maintenant, quand on regarde dans la radio-oncologie, les progrès au niveau de l'imagerie, les progrès au niveau balistique aussi, les progrès technologiques de notre discipline, font qu'aujourd'hui, on peut vraiment traiter de manière extrêmement précise et on peut beaucoup mieux voir ce qu'il faut traiter. Ceci dit, on n'arrive pas à guérir tous les patients, malheureusement. Tous les patients qui doivent être irradiés, on n'arrive pas à les guérir parce que soit ils doivent recevoir une dose qui ne peut pas être plus forte, soit parce qu'ils
il y a des tumeurs qui sont radiorésistantes où, encore une fois, il faut qu'on monte sur la dose. Ces patients qu'on arrive à guérir, on les guérit avec beaucoup moins de toxicité, déjà par rapport au passé. On a fait un progrès énorme. Mais la moindre toxicité sur ces longs survivants peut être embêtante. Donc, on cherche toujours à diminuer la toxicité, quoi qu'on fasse, même les patients qu'on arrive à guérir. Et c'est là où la radiothérapie flash pourrait jouer vraiment, être un game changer, comme on dit, pourrait vraiment changer la donne, parce qu'avec ces bénéfices que nous avons au niveau des tissus sains, ça veut dire qu'on pourrait donner beaucoup plus de doses, donc déjà pouvoir guérir des patients qu'on n'arrive pas à guérir aujourd'hui, ou les patients qu'on arrive à guérir aujourd'hui auraient clairement beaucoup moins d'effets secondaires, ce qui serait un grand gain au niveau de leur qualité de vie, ce qui est devenu aujourd'hui dans l'oncologie moderne aussi un grand enjeu. Comment est né ce projet de radiothérapie flash ? Les premières observations de l'intérêt de ces ultra hauts débits de dose, ils ont été faites dans les années 70, 80 à peu près. Et ils se sont aperçus que ces ultra hauts débits de dose permettaient de protéger les tissus sains. Donc, cette observation, elle avait été faite. Mais de manière amusante, quand vous discutez avec les personnes qui ont réalisé ces expériences initiales, ils vous disent, oui, on a pensé que comme on protégeait les tissus sains, on allait protéger les tumeurs. Donc, le sujet est resté en dormance pendant 40 ans, jusqu'à ce que Vincent Favaudon, à l'Institut Curie, fasse des observations assez étonnantes sur des animaux. Et sans avoir connaissance de ces données antérieures. Et donc avec Vincent, on a travaillé sur ces thérapies à ultra haut débit de dose avec un accélérateur expérimental qui délivrait des électrons, et cet irradiateur s'appelait kinétron. Et il était normalement pas du tout développé pour faire des expériences de biologie. Il était développé pour faire de la chimie radicalaire. Et là, on s'est aperçu qu'effectivement, on protégeait les tissus sains. Mais nous, on s'est dit, oui, peut-être qu'on va protéger les tumeurs ou peut-être pas. Faisons l'expérience. Oui. Et bingo, on ne protégeait pas les tumeurs. Et là, en fait, on passe d'une observation qui est une observation finalement assez fondamentale d'un événement à quelque chose que l'on peut utiliser pour les patients. Avec un irradiateur expérimental. OK. Donc là, on a toute la compréhension biologique à réaliser pour arriver jusqu'au patient, mais également tout le développement technologique. En même temps qu'on comprend, qu'on essaye de comprendre, il faut créer un nouvel irradiateur ou des nouveaux irradiateurs. Et c'est la direction qu'on a pris. Et pour créer ces nouveaux appareils de radiothérapie capables de produire l'effet flash, il faut pouvoir tester plusieurs options. Arrêtons-nous quelques instants sur des notions de physique pour bien comprendre ce qui se joue au niveau de cette nouvelle technologie. Dans le domaine de la radiothérapie, pour produire un rayon capable d'atteindre une tumeur et d'arriver à la détruire, on utilise des particules comme des électrons, des protons, mais on peut aussi utiliser des ondes comme les photons ou les rayons X. Les photons sont des ondes de lumière, ils sont les plus utilisés. Pourquoi ? Parce qu'ils sont extrêmement polyvalents et peuvent pénétrer profondément dans le corps pour traiter des tumeurs enfouies. Les protons sont de véritables bijoux de précision. Ils permettent de cibler des tumeurs situées en profondeur en déposant leur énergie de manière très contrôlée là où c'est nécessaire. Enfin, il y a les électrons qui, eux, sont parfaits pour traiter des lésions proches de la surface de la peau grâce à leur capacité à libérer leur énergie rapidement mais sans aller trop en profondeur. Dans le cadre des recherches de la radiothérapie flash, actuellement, ces différentes options sont testées dans divers lieux sur la planète. À Genève, on a la chance d'avoir le plus grand spécialiste au monde de la physique des particules. Je veux bien sûr parler du CERN. Naturellement, l'équipe de Marie-Catherine Voznin et de Paola Tsutsou s'est tournée vers ces spécialistes. Nous voici donc à Meyrin pour rencontrer Roberto Corsini, physicien, responsable de CLIR, un accélérateur de particules capable de produire un faisceau d'électrons bien particulier. Les électrons, mais
Du coup, il faut utiliser des électrons d'haute énergie. Haute énergie, disons, la mesure d'énergie d'un faisceau est 1 million d'électronvolts. Un faisceau d'électrons qui est disponible dans un hôpital est normalement 5 millions d'électronvolts, voire 10 maximum. Nous, on a 200 millions d'électronvolts ici. Et avec cette énergie, les faisceaux d'électrons pénètrent dans le corps humain. Il peut le traverser complètement, ce qui arrive avec les photons, par exemple. Mais les photons, normalement, sont beaucoup moins intenses. Ils dépositent une dose par seconde, par exemple, moins importante qu'un faisceau d'électrons. Donc ça valait le coup quand même de chercher dans cette direction de l'électron, en fait. Parce que les protons sont plus intenses que les photons, mais pas aussi intenses que les électrons. Et ils ont d'autres avantages. Et normalement, on essaie de comparer tous les différents types de particules avec des différentes énergies pour trouver le mieux possible, disons. Du coup, si on se contente, entre guillemets, de 200 millions d'électronvolts, la machine peut devenir très, très courte. Dans notre cas, on a 20 mètres pour 200 millions d'électronvolts, mais on utilise dans cette machine encore une technologie un peu vieille. La nouvelle technologie qu'on a développée au CERN permet d'avoir 200 millions d'électronvolts dans 2-3 mètres de longueur. Et là, ça peut rentrer facilement dans une chambre d'hôpital et ça devient très intéressant, disons. Ça, plus l'effet flèche, et c'est ça la source d'intérêt pour les faisceaux d'électrons. Après, on peut découvrir que les protons sont plus adaptés pour d'autres raisons, ou on trouve une autre façon de générer les photons qui est plus efficace et on peut arriver aux mêmes intensités. Je ne sais pas. Il y a normalement dans la science, on cherche dans des différentes directions et après, si on trouve une qui est bonne, c'est déjà bien. En effet, plusieurs équipes de chercheurs et chercheuses travaillent sur ce sujet. Petit tour d'horizon avec Marie-Catherine Vosnin. Il y a la possibilité aujourd'hui d'utiliser la protonthérapie en flash pour commencer des études cliniques. Et ça, c'est réalisé essentiellement par 2 grosses équipes aux États-Unis, l'équipe de l'Université de Pennsylvanie à Philadelphie et le Children's Hospital à Cincinnati. Nous, au PSI, au Paul Scherrer Institute. Précisons que le Paul Scherrer Institute est le plus grand institut de recherche suisse pour les sciences naturelles et les sciences de l'ingénierie. Il est totalement impliqué dans cette étude. On a choisi une stratégie par étape. On a choisi de traiter des animaux patients. Ces animaux patients qui bénéficient de la radiothérapie flash sont des chats qui sont malades. Ils se trouvent dans l'hôpital universitaire animalier de Zurich. Carla Rohrer-Bley, vétérinaire, radio-oncologue et directrice de l'oncologie dans cet hôpital, est donc avec nous, par téléphone, pour nous parler de ces animaux patients qui sont traités pour une tumeur superficielle de la cavité buccale. Nous lui avons demandé si d'autres types de tumeurs sont traités également par radiothérapie flash sur les animaux patients. Non, pour l'instant, nous ne pouvons que traiter des tumeurs très superficielles sur les chats et les chiens avec la radiothérapie flash. Mais tout ceci dépend de problèmes techniques. Si les machines changent et si celles qui peuvent traiter des tumeurs plus profondes ou plus larges deviennent accessibles, les animaux patients pourront être traités par radiothérapie flash. Mais est-ce que vous avez observé des changements dans la qualité de vie de ces chats qui sont traités donc avec cette technologie par rapport à d'autres méthodes ? La qualité de vie de ces patients doit rester bonne. Comme je le disais, ce sont des patients atteints de cancer dont nous devons réellement nous occuper. Ils ne sont pas des animaux de test. La technologie flash nous apporte en général un avantage auprès des animaux et des humains dans le fait que moins de sessions sont réalisées. Dans la situation actuelle, nous avons un protocole où nous traitons les animaux en 3 sessions, ce qui est évidemment plutôt bon pour ces animaux puisque le traitement est réalisé et terminé en 3 jours. Quelles sont vos observations générales à ce stade de l'essai ? Pour l'instant, nous traitons des tumeurs buccales chez les chats avec la radiothérapie flash. Et nous portons principalement notre attention sur le développement d'effets secondaires.
La théorie du flash est que la quantité de ces effets est bien moindre face à la radiothérapie conventionnelle. Mais nous sommes encore au début de cette étude et nous ne pouvons pas dire pour l'instant si les effets secondaires sont diminués ou non. Après les animaux patients, on imagine bien sûr que les prochains sur la liste pour tester cette radiothérapie flash, ce sont les humains. Mais quel est le calendrier? Quelles sont les prochaines étapes? Professeur Paola Tsutsou. Et du coup, on avance par étapes, donc on avance par des études de phase précoce, où on montre que c'est faisable, mais dans des situations où vraiment on n'a pas d'autre choix. Après, on avance dans des études de phase 2 où on va montrer que c'est sécurisé et que c'est efficace. Et finalement, une fois qu'on aura vu dans les études de phase 2 que là, nous avons un signe prometteur par rapport à un vrai bénéfice clinique comparé à ce qu'on fait d'habitude, on va partir sur des études de phase 3 qui sont des études à très grande échelle avec des centaines, voire des milliers de patients. Donc, toutes ces étapes prennent beaucoup de temps et il y a une raison pour ça, parce qu'on a besoin de temps, déjà pour faire la démarche, mais aussi pour observer les effets de ce qu'on fait sur le long terme. En vous écoutant, j'ai vraiment l'impression qu'on a un tournant historique et que finalement l'idée avec ce nouveau laboratoire que vous co-dirigez toutes les deux, c'est de positionner les HUG comme chercheurs. C'est vraiment notre démarche qui est vraiment de pouvoir réaliser l'innovation. Donc on a beaucoup parlé du flash, mais dans ce laboratoire, on va développer d'autres aspects aussi pour pouvoir réaliser ces innovations. On a créé le premier labo de radiobiologie ici à Genève, mais avec une vision aussi innovante de les co-diriger ensemble pour incarner justement cet exemple. Une chercheuse fondamentale, une clinicienne, la recherche fondamentale, la recherche clinique égale recherche translationnelle. C'est-à-dire, on peut faire cet aller-retour entre les labos et le lit ou la consultation, le lit du malade ou la consultation, puis revenir au labo interroger nos différents besoins ou nos différentes observations, puis aller de nouveau le tester en clinique. Et c'est un aller-retour qui est passionnant et qu'on croit être le plus pertinent par rapport aux bénéfices qu'on va finalement pouvoir apporter à nos patients. On sait que dans les années futures, on va avoir de plus en plus de patients atteints de cancer. On a besoin de stratégies pour soigner ce grand nombre de patients. Et la radiothérapie peut se positionner comme une des stratégies les plus efficaces et les moins coûteuses. Il faut absolument que la population, les politiques aient conscience que la radiothérapie est une possibilité absolument incroyable et à laquelle il faudrait donner les moyens nécessaires pour se développer. On voit que, en tout cas à travers les époques, les gens ont souvent dit que la radiothérapie allait plus exister, qu'on trouverait d'autres traitements, que c'était vieux, que c'était ça serait plus efficace ou moins efficace. On voit qu'on a toujours su innover et trouver des moyens d'avancer et on a toujours très relevant, de plus en plus relevant. Et c'est vrai que je pense que c'est important de rester curieux, la science est importante. On voit que même il y a des observations qui, comme Fleming, quand il a découvert la pénicilline, s'il avait tout jeté ses boîtes de pétri qui étaient contaminées par des champignons plutôt que d'étudier plus loin, on n'aurait pas avancé avec tout ce qui est les antibiotiques. Avec la radiothérapie flash, pareil, observation faite, il y a moins d'effets secondaires, ok, on va rien en faire. Heureusement que des gens comme Marie-Catherine sont là pour être curieuses et se dire non, est-ce que ça fait la même chose sur les tumeurs? On avance comme ça. On voit que toute cette curiosité, tout cet engouement est important et permet d'avancer. On est très content de pouvoir participer à ça. Et on veut avancer, utiliser ces connaissances et faire avancer cette étape de plus dans la radiothérapie pour le bien des patients, de l'humanité. Et demain, on va trouver autre chose parce que c'est certain. Plus on cherche, plus on trouve. Et voilà, c'est la fin de ce Pulsation Podcast sur la radiothérapie flash et tous les espoirs qu'elle inspire. Merci infiniment pour votre écoute. Un immense merci aussi aux professeurs Marie-Catherine Vosnin et Paola Tsutsou, ainsi qu'à André Durham, Carla Rohrer-Bley et Roberto Corsini, dont les contributions ont rendu cet épisode possible. Si ce sujet vous a inspiré, partagez-le autour de vous car c'est grâce à vous que tous ces récits voyagent. On se retrouve très bientôt dans Pulsation Podcast, le podcast des HUG.